médecin responsable du service d'addictologie à Saint-Denis de la Réunion depuis 2006. Voilà, je voudrais vous remercier le Dr Paratian, mon ami, qui m'a proposé de participer à cette rencontre, à ce forum débat. Je voudrais remercier aussi chaleureusement le mouvement catholique pour son invitation et puis pour son engagement sur ce débat qui me semble être une question vraiment importante pour la société, importante pour la santé. Voilà. Ce que je peux vous dire d'un point de vue, moi, de mon statut de médecin addictologue, c'est que pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, notre mode de fonctionnement dans les sociétés a été d'imaginer que puisse mettre en place une société sans drogue. Une société sans drogue, c'est un idéal, mais malheureusement, c'est une utopie. Bien sûr, tout le monde aimerait une société sans drogue, tout le monde aimerait une société sans maladie, sans problème. La réalité, elle est autre. Si on regarde les phénomènes de société et d'histoire, on se rend compte que depuis qu'il y a des témoignages écrits humains, on sait que l'homme fait usage de drogue. Voilà, de drogue, et que finalement ces drogues, elles font partie de notre vie, de notre environnement, et on doit faire avec. Donc on doit accepter l'existence de ces drogues dans notre environnement pour essayer de comprendre ces phénomènes et de les maîtriser, de humaniser ces questions et surtout d'éviter l'idéologie, d'éviter ce qu'on appelle le grec à penser, les idées complètes qui sont toujours destructeurs. Voilà, c'est d'essayer de comprendre ces phénomènes, de voir ce qui peut se faire ailleurs et d'avancer dans le sens du mieux-être des individus. Donc je vous ai mis ces témoignages historiques, hein, vous voyez que dans l'Antiquité, chez les Sumériens, déjà, on parlait de l'opium, chez les Grecs, les Romains, qui avaient consommé de l'alcool. Enfin, ces drogues, elles existent depuis très longtemps. Et cette idée d'avoir pu imaginer qu'on puisse bâtir une société sans drogue est une utopie complète et malheureusement a été une idée extrêmement destructrice et dangereuse. La question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'addiction, c'est une pathologie qui regroupe des drogues légales et aussi des conduites addictives sans drogue, des questions par exemple d'addiction au jeu, d'addiction aux jeux vidéo, des choses comme ça. Ce trouble, il s'agit d'une maladie, il ne s'agit pas d'un choix personnel. On ne choisit pas d'être addict, on ne choisit pas d'être malade de l'alcool, on ne choisit pas d'être dépendant de l'héroïne ou de quelque chose comme ça. Ça serait complètement masochiste. C'est vraiment pas un choix, tellement c'est lourd de conséquences aujourd'hui de vivre avec une pathologie comme ça. Donc ça, c'est très important dans la manière dont on se représente les gens qui consomment ces produits, de savoir qu'il s'agit d'une pathologie, d'une maladie, et que cette maladie, il s'agit d'un trouble comme le diabète, comme l'hypertension, comme l'asthme. C'est une pathologie chronique, c'est quelque chose qui dure longtemps, et c'est quelque chose qui est fréquent. Si on regarde la consommation d'alcool excessive, le tabagisme, les addictions au jeu, les addictions aux drogues illicites, eh bien on se rend compte que pratiquement une personne sur deux a un problème addictologique. Donc ce sont des pathologies très fréquentes. Il y a parmi nous pas mal de fumeurs ici, qui sont des gens qui fument tous les jours. Eh bien, ce sont des personnes addictes, qui sont addicts à un produit qui s'appelle le tabac, qui est une drogue dure. C'est une drogue dure, mais c'est une drogue légale. C'est la drogue qui fait le plus de morts dans le monde. C'est la drogue qui fait le plus de morts dans toutes nos sociétés modernes. C'est pourtant une drogue légale. D'accord ? Voilà, donc ces troubles, ces pathologies, elles sont fréquentes. Et ce sont finalement des choses pour lesquelles, pour les comprendre, il faut accepter d'avoir une vision complexe des choses. Si on a une vision en blanc ou en noir, en oui ou en non, on se trompe.
c'est plus simple pour l'esprit, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est toujours plus complexe que ce qu'on veut nous faire imaginer. Souvent, les politiques et tout, c'est très simple de dire il y a les bons d'un côté, il y a les méchants de l'autre. Voilà. Ça, c'est une vision assez simple des choses. En réalité, c'est toujours beaucoup plus. Et donc, cette question de l'addiction, elle dépend bien sûr du produit. Boire du café, c'est pas la même chose que s'injecter de l'héroïne, c'est pas pareil, c'est pas le même danger. Elle dépend d'un individu, avec ses vulnérabilités, avec ses caractéristiques, et puis elle dépend aussi d'un environnement dans lequel on évolue avec une activité propre. Et ça, c'est très important de considérer le problème vraiment dans sa globalité pour bien le comprendre. C'est ce qu'on appelle l'approche biopsychosociale. Voilà, donc je passe peut-être cette diapositive où j'avais fait un petit focus sur la question des opiacés. Le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, ces personnes qui sont en difficulté sont encore trop souvent l'objet d'une stigmatisation très importante. Les personnes en difficulté avec les drogues sont très hautement stigmatisées dans nos sociétés et souvent le drogué c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre et c'est finalement un peu ce qu'on appelle le bouc émissaire qui peut être utile dans une société pour justement pointer du doigt, se décharger pour certains partis politiques dans tous les pays du monde vont utiliser la peur du toxicomane pour susciter des votes, pour faire peur aux gens, en disant voilà. Et du coup, dans les politiques sécuritaires, ça rapporte des votes, mais c'est pas du tout efficace en termes de santé, en termes de bien-être des populations. Donc, le docteur Parakian l'a dit, c'est bien de parler, je pense, plutôt de parler de drogués ou de toxicomane. C'est mieux de parler de personnes qui utilisent des drogues. Et je crois que c'est réducteur de dire à une personne, voilà, que c'est un drogué. C'est une personne qui a un problème avec la drogue. La différence, c'est que c'est aussi un individu, c'est un père de famille, c'est une mère, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui aime la musique, ça peut être plein de qualités. Mais réduire une personne juste à son comportement, c'est ça la stigmatisation. C'est déjà la stigmatisation quand on dit un drogué, on fait déjà la stigmatisation. Donc de dire que c'est une personne, un individu, c'est humain. C'est humain et c'est respectueux. Alors après de dire qu'il a un problème avec la drogue, c'est une de ses caractéristiques, mais ça ne réduit pas les choses à ce comportement. Alors, le débat d'aujourd'hui concerne justement cette question de la dépénalisation, de la légalisation. Être pour, être contre, on peut avoir cette opinion, néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution sociétale, la dépénalisation de l'usage des drogues, la légalisation de certaines drogues, comme notamment le cannabis, ce sont des phénomènes de société. Ce sont des phénomènes de société inéluctables, inévitables. Donc c'est pas des pour ou des contre, c'est de savoir quand finalement, quand à Maurice, quand en France, on va finalement évoluer. Je pense que ce sont des mesures aussi importantes que l'abolition de la peine de mort, que le droit à l'avortement, que des questions de ce type, d'être d'autoriser la question de l'homosexualité, d'être ouvert au mariage, des questions. Ce sont des phénomènes de société importants et on verra tous les pays du monde évoluer sur ces questions. Alors chacun à leur rythme, mais voilà. Donc c'est vrai que moi je trouve que pour le mouvement patriotique d'être ouvert sur cette question aujourd'hui, de placer ça au cœur des débats, je pense que c'est très très bien. Il faut le saluer. Parce qu'on a beaucoup de mal à parler de drogue. Parce que dès qu'on parle de drogue, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ils ont des opinions, et c'est souvent des opinions basées sur de l'émotion, des réactions excessives et qui malheureusement ne sont pas forcément réfléchies. On n'a pas pris le temps de penser. Parce que dans ces questions-là, souvent, on a tendance à traiter ces questions en oui ou en non, en blanc ou en noir. Malheureusement, on a une vision aussi assez simpliste de ces choses-là. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment changer notre manière de penser et se dire que la façon dont on pense depuis des années, que cette façon-là, il est possible malheureusement qu'elle ait été fausse, qu'elle ait été inexacte et qu'elle ait été très caricaturale.
fait plus de 100 ans qu'on est dans un système où il y a de la prohibition. Ça fait 40 ans que finalement au niveau mondial on mène une guerre à la drogue. Et cette guerre, elle coûte très très cher à l'échelle de tous les pays. Lutter contre ces questions de drogue coûte beaucoup d'argent. Cela fait plus de morts que la drogue elle-même. La lutte contre la drogue, avec les forces de police, avec les gangs entre eux, font plus de morts que la drogue au niveau des pays, au niveau mondial. Cette prohibition, elle génère un trafic, elle génère une économie parallèle, elle génère des maladies, elle génère des tragédies individuelles, des tragédies familiales, avec des conséquences complètement désastreuses. Alors beaucoup de personnes n'ont pas intérêt à ce que ça change. Le système actuel, il faut reconnaître qu'il convient à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes dans la politique, dans la police, dans les banques, dans le trafic, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on légalise ces substances. La corruption, un certain nombre de systèmes de fonctionnement arrangent beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que parler de ces questions et faire évoluer ces questions, il y a beaucoup de personnes qui seront opposées parce que finalement elles ont beaucoup d'intérêt à ce que ça ne change pas. Voilà, cette guerre contre la drogue, elle a été vraiment engagée par les États-Unis il y a 71, avec cette illusion qu'on pourrait éliminer quelque part, qu'on pourrait finalement avoir un monde sans drogue. A drug-free world, we can do it. Malheureusement, on est parti sur une utopie. L'hypothèse de base est fausse. On se trompe dès le départ et les conséquences, elles sont dramatiques. Avec au niveau des États-Unis, notamment un taux d'incarcération très très élevé dans les prisons, je ne parle pas dans les prisons à Maurice, dans les prisons dans de nombreux pays. De nombreuses personnes sont dans les prisons pour des questions de drogue et notamment d'usage, juste d'usage de drogue, pas forcément de trafic, simplement parce qu'elles ont consommé de la drogue. La base du droit, pourtant, c'est de dire que ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. Ça, c'est normalement vraiment la base du droit. Je ne suis pas juriste, je ne peux pas aller en profondeur sur ces considérations, mais il y a une exception finalement, c'est que on peut disposer de soi. Vous pouvez finalement boire chez vous dans votre maison 3 litres de whisky, 4 litres de rhum, personne n'a rien à vous dire. Par contre, si vous fumez un joint, on peut vous mettre en prison, on peut vous incarcérer. Donc vous voyez, c'est une aberration. Si vous consommez un produit que vous n'embêtez personne, en théorie, vous n'avez pas pris la voiture pour rouler, vous n'avez pas agressé personne, normalement, vous faites quelque chose, c'est vous qui décidez. Vous ne gênez personne. Vous pouvez le faire pour l'alcool, vous ne pouvez pas le faire pour le tabac. Or, prendre 2 litres de whisky, c'est beaucoup plus dangereux que fumer un joint. On est d'accord. Ça grave de oui. Voilà. Donc c'est cette espèce d'exception au droit qui finalement est un non-sens de pouvoir considérer qu'un individu n'a pas le droit de disposer de lui-même sur son choix de consommer une drogue. Ça, c'est la base de la décriminalisation. Si je consomme moi quelque chose et que j'embête personne, c'est mon choix. Alors c'est pas bon pour ma santé, voilà, mais c'est mon choix. Dépénalisation de l'usage des drogues, décriminalisation. Après, la question de la légalisation, finalement, c'est encore autre chose. C'est encore c'est un autre sujet. Et c'est vrai que cette question, pour le cannabis, elle se pose. Elle se pose en effet très justement. Alors pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'aujourd'hui? Parce que malheureusement, sur le cannabis, on a une classification qui date de 1961 et qui est une classification qui s'est faite sur l'influence des États-Unis, qui considère le cannabis parmi les drogues les plus dangereuses. Le cannabis, selon les États-Unis et selon les classifications internationales, c'est une substance hautement dangereuse. D'où cette question en effet de l'Organisation mondiale de la santé de remettre juste
le cannabis à sa juste place. Il ne s'agit pas de dire que le cannabis est inoffensif. C'est faux. Il s'agit simplement d'être juste et d'être objectif, de ne pas exagérer, de ne pas banaliser. Je crois qu'il faut faire attention, parce qu'on parle de cannabis médical aujourd'hui dans ce débat, il faut quand même faire attention. Le cannabis, ce n'est pas non plus une panacée qui va soigner tous les maux de la terre. Il n'y a pas des centaines de publications sur la question du cannabis thérapeutique. Il y a beaucoup de travaux à faire sur le cannabis thérapeutique. En réalité, on n'a pas beaucoup de données scientifiques. C'était une substance illégale, donc les scientifiques n'ont pas pu beaucoup travailler sur le cannabis thérapeutique. Donc aujourd'hui, autoriser la recherche sur le cannabis thérapeutique comme sur les autres médicaments, c'est important pour pouvoir utiliser le potentiel de cette plante. Mais par contre, ça serait excessif de dire qu'aujourd'hui le cannabis va régler tous les problèmes. Ça, médicalement parlant, quand vous faites des recherches médicales sur les articles scientifiques, il n'y a pas beaucoup de données objectives. Alors, il y a quelques pathologies, on a parlé sur les épidémies, sur certaines formes de douleurs, les vomissements, les douleurs dans les cancers, des choses comme ça. Mais quand même, sachez qu'il y a assez peu de choses qui soient vraiment validées. Voilà, donc ce qui est très important, je pense, dans le domaine de la législation, c'est que avant tout, ces questions sur les drogues soient traitées sous l'angle de la santé publique, et non pas sous l'angle des questions de répression et d'ordre d'interdit et des choses comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore ce qui prévaut dans de nombreux pays. Ce schéma est important parce que je crois qu'il montre finalement une forme de réalité. Sur ces questions de drogue, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne régulation. Quand on est permissif, si on est plus zéro, plus on a des dommages. Donc pour le tabac et pour l'alcool, s'il y a une commercialisation facile de tabac et d'alcool, ça entraîne des dommages. Voilà, et donc on est sans doute à peu près vérifié avec l'alcool et le tabac, qui est trop facilement accessible, qui est trop bon marché. Par contre, sur des questions comme le cannabis, on est sur un produit qui est interdit et donc qui entraîne des trafics, avec des conséquences délétères à cause du trafic. La bonne politique, c'est sans doute d'avoir une bonne régulation. C'est-à-dire, si on va autoriser le cannabis, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'avec l'alcool et le tabac, de ne pas vraiment faire les mêmes erreurs comme on le voit dans des États comme le Colorado, où le cannabis est commercialisé par des sociétés à visée commerciale, parce que c'est un business, parce qu'il y a des milliards de dollars à faire aussi. Et donc il y a des sociétés entières qui se préparent à essayer d'avoir ce marché à venir. C'est le marché du siècle, quand ça sera légal. Donc pour les États doivent penser à la santé des individus, c'est de ne pas accepter n'importe quoi. Il s'agit de contrôler, de maîtriser, d'autoriser les ventes sous certaines conditions, de protéger les mineurs, de savoir si ça va être un commerce d'État, de savoir si ça va être un commerce avec des concessions accordées à des sociétés contrôlées, de savoir quelle variété on va choisir. Des variétés qui contiennent un taux de THC pas trop élevé, qui contiennent un taux de CBD, le cannabidiol, qui est une calorie du cannabis qui est protecteur, qui est une certaine complication. Donc toutes ces questions après, qui sont peut-être un peu techniques, sont vraiment très, très importantes pour aboutir à une régulation. Dans les pays où on régule bien, qu'est-ce qu'on observe? Il y a moins de problèmes avec les drogues, il y a moins de problèmes avec l'héroïne, il y a moins de trafic de médicaments. Les adolescents, les jeunes sont mieux protégés. Mais il faut vraiment mettre le curseur au bon endroit. Ça, c'est tout à fait capital. Une bonne régulation, c'est quelque chose de fondamental et il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, de l'interdit à finalement une substance autorisée et dérégulée qui va amener toutes sortes de problèmes. Dans les pays où on ne régule pas bien, eh bien, on a une augmentation du cannabis à l'adolescence, on a une explosion des psychoses chez les jeunes, parce qu'on consomme des variétés très fortes, à
à plus de 30%, avec des accès psychotiques. On a une augmentation des accidents de la route, des choses comme ça. Voilà, donc régulation, c'est sans doute aujourd'hui ce qui est la meilleure chose pour minimiser les conséquences de ces substances. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit par exemple aux Philippines. Vous savez qu'aux Philippines, il y a des assassinats des consommateurs, des trafiquants de drogue et des très hauts niveaux d'incarcération où il y a tellement de gens incarcérés que finalement vous avez une marche d'escalier pour dormir. Voilà, sans doute une des conséquences de la prohibition sur le cannabis, en tout cas un facteur favorisant, qui favorise c'est l'émergence des nouvelles drogues de synthèse. Ces nouvelles drogues de synthèse, elles ont émergé sur ce terrain fertile de la prohibition. Parce que les anciennes drogues, l'héroïne, le cannabis, ça prend de la place, il faut le planter. Et toutes ces drogues de synthèse qui apparaissent, synthétiques, elles apparaissent parce qu'elles ne sont pas détectables, parce qu'elles sont actives à plus petite dose, parce qu'elles coûtent moins cher. Et ce sont des moyens de contourner la législation actuelle, avec des produits du coup beaucoup plus dangereux, aux conséquences dramatiques. C'est pour ça qu'il est urgent de réformer et il est urgent de changer de système d'exploitation. On change le système d'exploitation, on met un autre logiciel et on essaie d'en mettre un qui fonctionne mieux. Donc voilà, vous savez que ces drogues synthétiques, ce sont souvent, notamment, des cannabinoïdes de synthèse. Principalement, la majeure partie des produits qu'on appelle drogues synthétiques, ce sont des analogues du cannabis. Le cannabis, les cannabinoïdes, ce sont une famille de substances qui agissent sur notre corps, qui agissent sur certains récepteurs qui sont dans notre corps. Alors on connaît les phytocannabinoïdes, le cannabis, la plante, mais ces substances agissent sur notre corps comme agissent les neurotransmetteurs qu'on a normalement dans notre corps. Et ces cannabinoïdes de synthèse, ce sont des substances qui sont issues de la recherche, qui ont permis de comprendre le fonctionnement de ce système dans notre organisme, et cette recherche, elle a été détournée pour faire des substances beaucoup plus puissantes. Un cannabinoïde de synthèse, c'est une substance qui peut être entre 20 fois et 200 fois plus forte que le cannabis, que le THC, et qui ne contient pas de CBD, notamment une substance qui est dans la plante, qui a généralement tendance à compenser un peu les excès de la plante et du cannabis. Donc ces substances de synthèse, elles sont extrêmement toxiques, extrêmement dangereuses pour ces raisons. Ce sont des substances de la recherche, ce ne sont pas des substances qui ont été étudiées pour leur tolérance. Elles n'ont pas eu des études de pharmacologie pour voir leur élimination, leurs choses comme ça. Donc on a les effets du cannabis jusqu'à 200 fois plus puissants, et puis on peut avoir des effets sur les organes après les lignes cardiaques, pulmonaires, rénales, et ainsi un certain nombre de choses. Donc à Mayotte, on appelle ça la chimie, à La Réunion, on appelle ça tabac chimique, chaman, effet chaman. Et les gars à La Réunion, ils parlent d'effet chaman. Alors ici à Maurice, je crois que vous appelez ça, je ne sais pas bien, parce que dans la tête, pas encore. Voilà. Alors, finalement, chaque région a un peu son appellation. Alors, aux États-Unis, ils appellent ça spice, comme dans le film Dune, Franck Capel, K2, il y a toutes sortes d'appellations. Donc, c'est très simple, ce chimie, vous n'avez pas la peine d'être un expert en informatique. Vous rentrez à la maison sur votre ordinateur, vous faites une petite commande en Chine, vous avez une poudre qui va arriver dans des sachets, dans des enveloppes. Cette poudre, vous la diluez dans de l'acétone et vous la vaporisez sur des plantes, sur du tabac. Vous la vendez dans des tabacs à rouler, dans des cigarettes à rouler, voilà, avec des machines qui vont être plus ou moins bien faites. Et vous le savez, ça se vend à la cigarette. Et l'effet peut être extrêmement puissant. En quelques secondes, vous pouvez être dans un état carrément comateux ou avec des troubles psychiatriques très très intenses.
Il y a des phénomènes véritablement d'épidémie qui ont eu lieu avec un nouveau produit qui apparaît, avec des dizaines de personnes qui arrivent aux urgences, ici comme à New York en 2017, il y a à peu près 2 ans. Ce sont des produits qui peuvent arriver par enveloppe banalisée. Vous avez ici la 3,5 g de substance qui arrive dans son enveloppe comme ça. Ça, c'est un patient il est rentré à l'hôpital dans mon service, et puis pour montrer sa bonne foi, il a amené ce qu'il avait commandé. Donc une enveloppe avec 3,5 g de chimie, et là il avait commandé de la Skunk. Vous voyez, ça arrive d'Angleterre. Bon, ça a été fabriqué peut-être en Chine, en Inde, ça arrive en Angleterre, ça retransite, enfin, et ça arrive dans des enveloppes comme ça. Ça sent rien, les chiens ne détectent pas, et donc ça passe assez facilement les voies. Donc vous avez des sites comme ça où vous pouvez commander assez facilement ce genre de produit. Bon, ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est Tor, c'est le dark web. Voilà, le problème, je crois, c'est qu'il faut bien dire comme message de prévention aussi, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus forcément accepter une cigarette pour vous offrir. À la Réunion, on a eu plusieurs cas de personnes à qui on a proposé une cigarette. Ouais, vous voulez une cigarette, allez, prends une cigarette, ah merci, et les gens se sont fait agresser, se sont fait voler, agresser, donc c'est malheureusement, on savait qu'il ne faut pas accepter un verre d'un inconnu à boire, hein, ça peut être dangereux, ben, je crois qu'aujourd'hui on peut dire qu'il ne faut pas accepter une cigarette de n'importe qui. Ça peut être des cannabinoïdes synthétiques avec des effets malheureusement rapides et désastreux. Alors on a parlé des cannabinoïdes synthétiques, mais vous avez une famille de produits qui est extrêmement dangereuse, qui sont les opiacés de synthèse. Les opiacés de synthèse, c'est 74 000 morts l'année dernière aux États-Unis, avec pour la première fois depuis longtemps une diminution de l'espérance de vie aux États-Unis, malheureusement. Et ce sont donc des substances de synthèse extrêmement puissantes qui vont malheureusement pouvoir prendre de la place dans des pays où il y a des gens dépendants des opiacés et dans des pays où on a du mal à avoir accès au traitement. Traitement par méthadone, traitement de substitution. Donc ces personnes, malheureusement, vont aller dans la clandestinité, ils vont prendre des produits et ils vont prendre des produits très dangereux. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Alors aux États-Unis, le phénomène est particulier parce que ce sont des personnes qui sont devenues dépendantes des painkillers, des antidouleurs, de l'oxycodone, des choses comme ça. À Maurice, avec le problème, je crois, de l'héroïne, si ces substances arrivent à Maurice, qu'elles prennent de la place, ça serait une catastrophe. Ça serait très très dangereux, avec des conséquences vraiment majeures. Parce que certaines de ces substances peuvent être jusqu'à 10 000 fois plus fortes que de l'héroïne. Donc à proportion égale. Vous imaginez, pour savoir manier des substances aussi puissantes, c'est très compliqué. Il faut être chimiste, il faut être pharmacologue, et un dealer ne peut pas manier des substances comme ça tous les années. Voilà donc un peu quelques retours que je voulais vous faire. Je vous remercie pour votre attention.